En quoi est-ce qu'un conflit qui oppose deux pays d'Europe situés à des milliers de kilomètres de l'Afrique et des Africains pourrait concerner l'Afrique et les Africains? Voilà une question qui pourrait sembler banale, futile, inutile. Dans cette vidéo, je me propose de vous prouver pourquoi il s'agit bel et bien d'une question pertinente. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wanderer. Here we go. Hello Wonder People, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society, où nous proposons des contenus principalement sur des sujets de société, des sujets de psychologie sociale, des sujets liés à la culture africaine. Nous avons également une deuxième chaîne qui s'appelle Wonder Show, où nous proposons des contenus sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'art oratoire. Nous mettons le lien de la description pour avoir accès à cette chaîne. Sur cette chaîne, nous avons également reçu des personnes telles que Philippe Simo, le professeur Viviane Ondoa-Biwole et d'autres personnes tout aussi inspirantes. De par cette aventure globale, vous allez certainement prendre conscience du fait que l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de nous pour se construire. Alors trois choses, abonnez-vous et activez la cloche de notification, participez à l'aventure en partageant vos points de vue et en troisième lieu, partagez nos contenus à vos proches. Il y a quelques jours de cela, un de mes collègues français, très réputé pour son caractère titillant, m'a posé une question qui au départ m'a fait un peu rigoler. Mais quand je suis rentré chez moi, je vous avoue que cette question m'a fait énormément réfléchir. Il m'a dit, Kevin, imagine un peu qu'il y a une troisième guerre mondiale. Quelle serait la réaction du Cameroun sur le plan militaire? Est-ce que le Cameroun possède l'arme nucléaire? J'ai souri et j'ai dévié très vite cette question sur un autre sujet parce que je savais que bien évidemment le Cameroun ne possède pas l'arme nucléaire. Mais quand je suis rentré chez moi, cette question a soulevé quelques pistes de réflexion que je me propose de vous présenter à la fin de cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler principalement du contexte entre l'Ukraine, la Russie et l'OTAN, plus précisément de l'impact de ce contexte pour l'Afrique, pour les Africains. Alors pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il est question, je me permets très rapidement de présenter de quoi il s'agit. Pour comprendre ce contexte, en fait, il est important de signifier 5 dates. 1991, 2004, 2013, 2014, 2010, j'ai oublié, et ensuite 2022. Il faut savoir que la Russie et l'Ukraine, de manière générale, depuis les années-lumière, ont toujours été deux pays très soudés, très liés. Seulement en 1991, après le déclin de l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, l'Ukraine a été déclarée comme étant un pays indépendant. Bien évidemment, cette déclaration n'a pas plu à la Russie, mais cependant, la Russie a continué à garder un certain contrôle, un certain cercle d'influence au sud de l'Ukraine, notamment au travers de la Crimée, dont beaucoup en ont entendu parler, également au niveau de l'Est, au travers de la région du Donbass. Alors, il faut également savoir qu'en 2004, la Russie a été ou alors a fait l'observation de l'intégration d'anciens territoires de l'Europe de l'Est qui, au préalable, faisaient partie de l'URSS. Et ces territoires, en réalité, ont intégré l'OTAN. Vous devinez bien évidemment que cette situation n'a pas plu à Vladimir Poutine. J'irai même encore un peu plus loin en disant qu'en 2004, il y a eu une élection en Ukraine qui a opposé deux Victor. Un Victor Yushchenko et un Victor Yanukovych. Le premier Victor, c'était une personne qui avait ce désir-là de rapprochement avec l'Occident, donc il était pro-Occident. Et le deuxième Victor Yanukovych, quant à lui, était plutôt pro-russe. Vous doutez bien évidemment que malheureusement pour Poutine, le Viktor Yushchenko a gagné les élections et a entamé des démarches de rapprochement avec l'Europe, l'Occident, l'OTAN. Pour rappel, l'OTAN, c'est l'organisation du traité Atlantique du Nord. J'irai encore plus loin en disant qu'en 2010, fort heureusement pour Poutine cette fois-ci, le deuxième Viktor, cette fois-ci a gagné les élections et a eu à mettre un terme aux négociations qui étaient faites avec l'Occident, avec l'OTAN. Et c'est plutôt tourné en fait vers la Russie. Et vous devinez bien évidemment que cette situation a divisé le pays en deux. Il faut savoir que l'Est en réalité avait cette tendance pro-russe
et l'Ouest, en réalité, avec plutôt cette tendance pro-Occident. Et malheureusement, en 2013, malheureusement pour Poutine, ou alors pour la Russie, en 2013, il y a eu une révolution tellement forte appelée Maïdan. Et durant cette révolution, le président Yanukovych a été obligé de fuir. Bien évidemment, cette situation n'a pas plu une fois de plus à Vladimir Poutine. Et on a vu arriver quelques années plus tard le président actuel de l'Ukraine qui a manifesté ce désir en fait de rapprochement avec l'OTAN et l'Union européenne. Et enfin, en 2022, on a pu assister à cette augmentation des tensions entre l'Ukraine et la Russie, et très récemment, en fin février, cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà un peu de manière globale de quoi il s'agit. Maintenant, on pourrait se demander quelles sont les conséquences de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'elle concerne véritablement l'Afrique? En quoi est-ce que ça concernerait les Africains? En quoi est-ce que ce conflit aurait des conséquences sur l'Afrique, les Africains? Je me permets de vous présenter quelques conséquences qui pourraient sembler pour certains lointaines et pour d'autres un peu plus directes. Alors, une première conséquence terre à terre vient d'un constat que j'ai pu faire à partir de certaines recherches. Et ce constat, je l'ai fait sur le Cameroun, mais je pourrais le faire sur d'autres pays d'Afrique et de manière générale. Il s'agit du fait qu'en Ukraine, on peut dénombrer près de 20 000 Camerounais, et parmi ces 20 000 Camerounais, on observe 15 000 Camerounais qui sont étudiants. Il faut deviner bien évidemment qu'un contexte pareil va déstabiliser le système scolaire, le système éducatif, et donc va entraîner une déstabilisation de ces 15 000 Camerounais qui ne pourront plus effectuer des études, qu'elles soient secondaires, primaires, universitaires, doctorantes, dans un environnement serein. Sans parler bien évidemment des familles de ces étudiants-là qui vont être stressés, qui ne vont pas forcément avoir des nouvelles de leur famille située en Ukraine. Je connais personnellement des personnes qui sont là en Ukraine pour fréquenter et qui aujourd'hui sont dans la panique totale à cause de ce conflit. Là, je parle du Cameroun, mais je pourrais extrapoler cette situation ou alors ce regard sur toute la diaspora africaine de manière générale. Donc on peut voir un impact direct, terre à terre, de ce conflit sur les Africains situés en Ukraine. Maintenant, concernant les Africains situés en Afrique, je pourrais présenter plusieurs formes de conséquences. Premièrement, sur le plan alimentaire. Et pour présenter cette conséquence, je me permets de signifier plusieurs chiffres. Saviez-vous que 90% du blé consommé en Égypte vient de l'Ukraine et de la Russie? Saviez-vous que près de 45% du blé consommé en Libye provient de l'Ukraine? Saviez-vous que près de 75% du blé consommé au Kenya provient de l'Ukraine et de la Russie? Et bien évidemment, vous devinez qu'un conflit pareil entre l'Ukraine et la Russie va forcément avoir une influence sur la production ou alors l'exportation du blé par ces deux pays. Ce qui va entraîner, au regard d'une demande constante, une augmentation des prix des produits tels que le blé, et forcément avoir des répercussions économiques sur le continent africain. Et là, je parle d'une société consommatrice. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, vous êtes sans ignorer qu'en Afrique, beaucoup de personnes consomment du blé, que ce soit au travers de la farine, que ce soit au travers du pain, que ce soit au travers de la nourriture des petits-enfants, des bébés, etc. Donc on peut voir une conséquence directe d'un conflit pareil sur les Africains. Beaucoup d'analystes parlent également de cette crise ou alors de cette augmentation du pétrole qui pourrait probablement bénéficier à certains pays producteurs de pétrole tels que le Nigeria, tels que l'Angola. Là on parle de pays, mais cette augmentation des prix ne va pas forcément être bénéfique en fait pour la population de manière générale. Puisque l'augmentation des prix du pétrole va entraîner directement une augmentation du niveau du transport de manière générale, de l'essence de manière générale en Afrique. Et beaucoup d'analystes s'entendent pour dire que cette augmentation du pétrole et cette augmentation des denrées alimentaires va entraîner une inflation générale. Et si on doit faire une analyse simple, c'est-à-dire faire le constat selon lequel les prix des produits de manière générale augmentent sur le territoire africain, quand le pouvoir d'achat malheureusement ne va pas forcément suivre, on va se rendre compte que les populations africaines seront contraintes
à faire plus d'efforts pour pouvoir bénéficier des produits venant de ces deux pays-là. Donc on peut voir une conséquence directe. Je finirai avec, pour ce qui est de ce point des conséquences, avec des conséquences, j'ai envie de dire, géopolitiques. Nous sommes sans ignorer que beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui sont en train de couper le cordon ombilical avec la France et sont en train de se tourner vers des pays tels que la Russie, tels que la Chine. Seulement, actuellement, le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, implicitement oppose l'OTAN et donc implicitement la France. Donc on peut voir en réalité des pays qui veulent couper le cordon ombilical avec la France, mais qui sont toujours tenus par le franc CFA pour beaucoup d'entre eux. Et en parallèle, cette même France est entre guillemets aujourd'hui un ennemi de la Russie. Donc c'est une situation assez complexe que je ne saurais analyser ici. Je laisse ces analyses à des géopoliticiens plus avertis que moi. Alors, je finirai cette vidéo avec des réflexions qui pourraient être faites au regard de cette question, comme je vous l'ai promis, qui a été posée par un de mes collègues. En réalité, cette question soulève pour moi plusieurs réflexions. La première, c'est de se dire effectivement, s'il y a une troisième guerre mondiale, quelle serait la réaction de beaucoup de pays africains? Est-ce que la majeure partie des pays africains auraient de quoi riposter ou du moins auraient une force de dissuasion? Parce qu'en réalité, vous connaissez certainement cet adage qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre ». Donc, avoir une armée, avoir une base militaire, avoir une puissance militaire suffisamment conséquente, c'est une force de dissuasion qui pourrait bien évidemment jouer en notre faveur dans des situations pareilles. Si aujourd'hui la Russie peut entre guillemets donner du ton à l'Europe et au monde entier de manière générale, c'est aussi parce que la Russie est pour beaucoup d'analystes la première puissance militaire. Et si on retourne la question à l'Afrique, on pourrait se demander mais qu'en est-il de l'Afrique si aujourd'hui la Russie par exemple est décidée d'annexer en défiant toutes les lois internationales? Quelle serait la riposte d'un pays tel que l'Angola, tel que le Bénin et la majeure partie des pays d'Afrique subsaharienne? La deuxième piste de réflexion qu'on pourrait avoir, c'est sur le point de la consommation. Souvenez-vous, dans les conséquences que j'ai présentées, il était question de dire que les pays qui consomment du blé, en réalité, sont dans une approche de consommation. Beaucoup de pays africains aujourd'hui n'ont pas cette volonté, en tout cas implicite ou explicite, de pouvoir mettre en œuvre des outils qui vont leur permettre de produire ce qu'ils consomment, de consommer ce qu'ils produisent, mais également de produire ce que les autres vont consommer. Et malheureusement, on se rend compte avec une situation pareille qu'il est plus que jamais nécessaire d'avoir ses propres outils de production afin de pouvoir être indépendant sur le plan alimentaire et donc indépendant sur le plan économique. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. My name is Kevin Wanderer. Here we go.